10 heures à Paris. On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Parlons-en. À la une de l'actualité, le sud de Beyrouth, à nouveau sous le feu israélien. 2 frappes ont touché le quartier chiite de Dahiyeh. L'armée israélienne indique avoir ciblé un entrepôt d'armes du Hezbollah. Elle a aussi ciblé ce matin la ville de Nabatieh dans le sud. Une dizaine de frappes ont été rapportées selon un responsable sur place. Les États-Unis accroissent la pression sur Israël. Ils menacent leurs alliés de suspendre une partie de leur aide, faute d'une hausse spectaculaire de l'assistance humanitaire à Gaza. Elle est au plus bas selon l'ONU. 23e jour de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Ce matin, le sud de Beyrouth est à nouveau ciblé. Je vous le disais, 2 frappes ont touché un quartier de Dahiyeh tôt ce mercredi. S'achemine-t-on vers une guerre longue au Liban? Le pays rapporte en outre 41 morts, 124 blessés dans des frappes israéliennes ce lundi. Elles ont ciblé pour la première fois un village chrétien du Nord. Alors à quel point est-ce un tournant dans la poursuite du conflit? Où en est-on dans ce cycle de violence qui éloigne un peu plus l'espoir d'une paix durable au Proche-Orient? On en débat avec Sophie Guignon, réalisatrice, correspondante de France 24 au Liban, avec Marwan Chahine, journaliste et romancier, mais aussi avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, et Antoine Mariotti, ancien correspondant de France 24 à Jérusalem. Voilà pour le programme. Bienvenue, c'est Parlons-en. Et avant de commencer notre discussion, on va prendre le pouls de la capitale libanaise avec vous, Sophie Guignon. Bonjour. Vous êtes co-autrice de Beyrouth malgré tout aux éditions Escale, un album qui retrace l'histoire d'un médecin libanais que vous avez rencontré au lendemain de la double explosion du port de Beyrouth. C'était en 2020. Vous avez aussi réalisé un reporter qui sera diffusé ce samedi sur France 24, Liban, la guerre de trop, qui suit les civils libanais pris au piège de ce nouveau conflit avec Chloé Doma, avec laquelle vous signez d'ailleurs aussi Beyrouth malgré tout. On en reparlera dans un instant, mais d'abord, je vous pose la question de l'actualité chaude. Dans quel état se réveille la capitale libanaise ce matin, elle qui était épargnée par le feu israélien ces derniers jours? Alors c'est vrai que ces derniers jours, il y a eu une accalmie, mais ce matin, on se réveille une nouvelle fois avec des fumées au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth. Il y a eu des frappes dans le quartier de Al-Tahlek. Également aussi dans la ville de Nabatieh, beaucoup plus au sud. Donc voilà, cette guerre, elle continue. On a aussi tous les jours dans la capitale libanaise et sur une bonne partie du Liban, des survols de drones israéliens. Donc c'est vraiment permanent. Ça fait un vrai bruit, un vrai vrombrissement au-dessus de la ville. Donc voilà, c'est une ambiance assez angoissante et évidemment très triste, qui paralyse beaucoup la vie. Beaucoup de commerces sont fermés, beaucoup de gens ont peur. Voilà, c'est une ambiance très difficile au quotidien à Beyrouth. Et le maire de la ville de Nabatieh, donc dans le sud, a été tué dans une frappe israélienne. C'est ce qu'on apprend à l'instant, selon des responsables sur place. Nabatieh, qui est l'un des fiefs chiites. David Rigoulet-Rose, bonjour. Donc l'armée israélienne qui frappe le sud à la fois du Liban, mais de Beyrouth, donc dans les fiefs du Hezbollah, les fiefs présumés. Ces derniers jours, pour la première fois, Israël a aussi frappé un village chrétien du nord du Liban. À quel point est-ce un tournant dans la guerre? C'est pas un tournant, on va dire que c'est une extension du domaine de la guerre, malheureusement, parce qu'effectivement, au début, ça a été... Il y a des séquences, hein. Il y a d'abord le sud, et puis ensuite, ça monte plutôt dans les fiefs Et chiites. jusqu'où, justement, on va Voilà, aller? oui. C'est ça la question. Ce qui est significatif quand même, c'est Beyrouth, hein, parce que Beyrouth, c'est quand même central à tout point de vue, y compris par rapport à Daïe, il y a les fiefs chiites. D'ailleurs, ça a donné lieu à une doctrine israélienne en 2008, c'était Gadi Eisenkot. C'est la doctrine Daïe, justement, c'est des frappes massives pour écraser l'ennemi et dissuader toute forme de réplique. Donc il y a effectivement une montée en puissance des frappes, malgré les avertissements américains, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu une petite accalmie, entre guillemets, puisque les Américains ont désapprouvé le principe des frappes massives sur Beyrouth. Mais de toute façon, il y a un processus belligène là, qui est engagé. Et donc, ça peut aller très loin. On reviendra sur l'influence, sur le poids des États-Unis, justement, dans la riposte israélienne contre l'Iran qui se fait attendre.
rejoindre Marwan Chahine, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-libanais, vous signez une enquête aux éditions Belfond, Beyrouth, 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle. On le voit ici à l'écran, le 13 avril 1975, c'est le jour de l'attaque du car de Ain el-Réméné, considéré comme le point de départ de la guerre civile au Liban. Plus de 40 ans après cet attentat, ce sera l'année prochaine. 50 ans même. 50 ans après cet attentat, oui, 75, pardon, le Liban ne parvient toujours pas finalement à endiguer les ambitions de ceux qui se servent de lui comme champ de bataille. Oui, il y a de ça. Et pour rebondir sur ce que vous disiez avant, sur le fait que des localités chrétiennes et également druzes aient été frappées ce week-end, on est un peu dans une situation semblable où la situation en Palestine et en Israël rejaillit sur le Liban. Et en fait, le fait de viser, par exemple, des localités chrétiennes et des localités druzes, ça s'inscrit dans une stratégie globale de division des Libanais. C'est-à-dire que, en fait, les personnes qui étaient visées, il s'agissait de réfugiés du chiite du Sud qui étaient réfugiés dans des villages chrétiens. Mais de fait, ça crée une certaine méfiance a posteriori de la part des chrétiens de pouvoir accueillir ou non des Et justement, on va voir tout cela en images. On va écouter leur témoignage dans ce village chrétien du nord du Liban qui a été ciblé par Israël. C'était ce lundi. Un immeuble a été visé qui hébergeait, donc vous le disiez, des déplacés. Bilan 23 morts, dont 12 femmes et 2 enfants. Alors depuis, forcément, les habitants expriment leur colère et pas seulement contre Israël. C'est ce qu'on va voir tout de suite en images. Ils avaient trouvé refuge dans cet immeuble de la petite ville d'Aïtou dans le nord Liban et se pensaient peut-être à l'abri, loin du front. C'est pourtant là qu'Israël est venu les frapper, faisant plus de 20 morts parmi plusieurs familles de déplacés, mais aussi des locaux, des femmes et des enfants. Une tragédie. Et pourtant, au lendemain de la frappe, certains habitants de ce village à majorité chrétienne rejettent la faute non pas sur Israël, mais sur le Hezbollah et les déplacés venus s'installer ici. Qui dois-je blâmer? Qui vais-je blâmer, à part le Hezbollah? Qui nous a entraînés dans la guerre, à part eux? Je reproche aux déplacés d'avoir provoqué cette tragédie. Il s'agissait d'une famille aimable et âgée que je connaissais depuis 10 ou 15 ans. Des gens si gentils. Pourquoi êtes-vous venus les impliquer et nous impliquer à notre tour? Pourquoi avez-vous fait cela? Regardez combien de vies ont été perdues. Un massacre a eu lieu ici à cause de cela. Le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban a déjà fait plus d'1 200 000 déplacés qui ont dû fuir les régions touchées. Une partie d'entre eux se dirige vers les zones éloignées du front où ils ne sont pas toujours les bienvenus. Dans ce pays multiconfessionnel, 30% des habitants sont chiites. Ils constituent les principaux soutiens du Hezbollah, qui est loin de faire l'unanimité chez les autres Libanais, comme dans le village d'Aïtou. Nous sommes entrés dans une guerre qui n'est pas pour nous. Nous en subissons tous les conséquences. Personne ne s'en cache. Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre. Et cette guerre n'a pas de fin. La mort n'apporte que plus de morts. Benyamin Netanyahou l'a déclaré lundi. Son armée frappera dans toutes les régions sans pitié pour traquer le Hezbollah. À la clé, le risque aussi de réveiller de vieilles blessures entre communautés dans un pays qui a connu 15 ans de guerre civile et de nombreux épisodes de violence. Voilà, ces vieilles blessures donc, qui ont commencé le 13 avril 1975, on en reparlera avec vous. Mais d'abord, on retrouve Sophie Guignon à Beyrouth. Sophie, ces frappes sur l'ensemble du territoire libanais et plus spécifiquement dans le nord, elles risquent aussi d'attiser les tensions interconfessionnelles dans ce pays extrêmement fragile. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je constate sur le terrain ces dernières semaines, c'est à la fois deux mouvements un peu contradictoires. D'une part, je trouve que les Libanais sont extrêmement solidaires pour accueillir ces 1 200 000 déplacés. C'est quand même énorme. C'est plus d'1 habitant sur 5 qui est déplacé aujourd'hui à l'intérieur du pays. Et donc, évidemment, ils sont accueillis par des chrétiens, des sunnites, des druzes, à travers toutes les zones qui sont encore pour l'instant relativement épargnées. Donc il y a vraiment un sentiment que les Libanais, d'une certaine manière, serrent le rang dans cette période extrêmement critique et difficile pour le pays. J'ai pu le constater notamment à Tripoli, la grande ville sunnite au nord du pays,
où les habitants, en général, ne portent pas le Hezbollah dans leur cœur et pourtant accueillent à bras ouverts ces déplacés du Sud. Pour autant, effectivement, comme vous l'avez montré dans ce reportage sur le village de Haïtou, c'est effectivement aussi le risque aujourd'hui et c'est aussi ce que Israël tente probablement d'instrumentaliser, c'est-à-dire de jouer sur les clivages confessionnels au Liban pour, en plus de cette guerre, attiser les tensions communautaires au Liban. Parce qu'évidemment, les Libanais sont aussi divisés sur ce conflit. Il y a ceux qui soutiennent de manière inconditionnelle le Hezbollah, qu'ils considèrent comme un rempart à Israël, d'autant plus aujourd'hui alors qu'il y a une invasion terrestre au sud du pays et c'est donc en fait aujourd'hui le Hezbollah qui tient aussi d'une certaine manière les frontières et pour toute une autre partie de la population, c'est aussi le Hezbollah qui est à l'origine de cette guerre en s'étant engagé il y a maintenant plus d'un an aux côtés du Hamas, donc en front de soutien au Hamas à Gaza. Et donc, ça a ouvert aussi cette guerre et la possibilité de cette guerre. Voilà, le Hezbollah qui n'est pas du tout soutenu par toute la population au Liban, loin de là. Peut-être qu'on va faire un point avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour, sur ce qu'est le Liban, justement, du point de vue confessionnel. C'est une mosaïque de religions et de peuples. Oui, c'est une mosaïque de religion et finalement ça se caractérise par la gestion politique d'ailleurs. Il faut savoir que le président est forcément chrétien, que le Premier ministre est forcément sunnite et le président du Parlement forcément chiite. Bon, c'est quand même pas dans beaucoup de pays qu'on peut voir ça et c'est assez représentatif des divisions aussi communautaires. Et en même temps, comme le disait Sophie à l'instant, il y a une véritable solidarité et une résilience, j'ai envie de dire. Le Liban est quand même habitué à payer un peu les pots cassés de ce qui se passe dans la région. Faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont accueilli l'équivalent du tiers de leur population en réfugiés syriens. C'est comme si en France, il y avait tout d'un coup, en quelques années, 2, 3, 4 ans, 20 millions de réfugiés qui arrivaient sur notre sol. C'est absolument colossal. Et alors que le Liban n'était pas dans une situation politique absolument formidable ou économique formidable. Donc là, on en voit certains qui repartent vers la Syrie, c'est dire si ça ne va pas, si c'est un peu le monde à l'envers. Mais donc, c'est assez dingue. Et c'est vrai que le Liban, finalement, paye toujours les pots cassés. Et c'est vrai que vous avez raison, tout le monde ne porte pas le Hezbollah dans son cœur au Liban, loin de là, que ce soit chez les sunnites, que ce soit chez les chrétiens, même chez certains chiites d'ailleurs. Pour autant, il y a quand même aussi une véritable colère contre Israël, parce que c'est aussi Israël qui est en train de bombarder, même si, parce qu'il y a des positions du Hezbollah, même si le Hezbollah a tiré un nombre de roquettes incalculable sur Israël depuis un an, ça restait un conflit assez mesuré, et c'est Israël qui est en train de frapper en plein cœur de Beyrouth et partout, et donc il n'y a pas que le Hezbollah contre lequel la population peut être en colère, ou est en colère pour être plus précis, et je parle sous votre contrôle, au Liban. Oui, effectivement. Est-ce que les Libanais peuvent se souder contre un ennemi commun par-delà les différences confessionnelles ? Dans le sentiment, oui. De fait, beaucoup de Libanais ont tout à fait conscience parce que le responsable de l'escalade de cette guerre, c'est d'abord et avant tout Israël, parce qu'on était dans une guerre de basse intensité ou de moyenne intensité, on peut dire, depuis un an. La décision unilatérale d'escalader et de rentrer dans une guerre totale, on peut dire, elle vient des Israéliens. Donc les Libanais le savent. Pour autant, oui, ça réveille des vieilles divisions, parmi les Libanais qui préexistent à ce conflit. Et donc pour l'instant, il y a un certain unanimisme à se dire que Israël mène la guerre au Liban, et même le chef des forces libanaises, donc le parti le plus à droite de la droite chrétienne, a dit qu'il ne souhaitait pas une défaite du Hezbollah. Donc c'était, on joue avec les mots, mais en gros, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a quand même conscience que c'est le Liban en tant qu'État qui est attaqué. Il y a quand même une partie des Libanais qui tiennent le Hezbollah pour responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, non, mais c'est évident qu'il y a des critiques qui étaient préexistantes, qui étaient fortes et qui existent encore aujourd'hui. Sauf que là, ces critiques sont entre parenthèses en ce moment, parce qu'il y a une agression du pays. Elles reviendront demain, c'est une évidence. Et ce sur quoi misent, je pense, les Israéliens, ce sont ces divisions au sein de la société libanaise. C'est ce qui ressortait du discours de Benjamin Netanyahou ce week-end. Il a essayé d'appeler les Libanais comme un seul peuple qui devrait se battre contre un ennemi commun, le Hezbollah. Mais même les Libanais les plus critiques du Hezbollah ne voudraient pas être libérés du Hezbollah par Israël.
Israël. Donc du coup, ça a même l'effet inverse. Finalement, ça ressoude presque les Libanais contre Momentanément. Israël momentanément. ah bien ouais, sûr. de fait. Et si cette guerre, et si le Hezbollah peut sortir tout à fait, apparaître comme le pays, comme le parti qui a Lapsus, protégé. assez révélateur parce qu'il est très puissant toujours au Liban, même si ses forces ont été beaucoup affaiblies. Justement, où en est-on Est-ce qu'il est toujours aussi puissant après 3 semaines de guerre? En tout cas, la frappe de drone sur la base aérienne israélienne qui a fait 4 morts parmi les soldats israéliens tués prouve qu'il n'a pas dit son dernier mot et que la force de frappe est toujours conséquente. Le Hezbollah a encore des réserves. Hein. Là Mais où, lesquels, on ne sait pas. il a des stocks de munitions qui sont pas tous. C'est l'objet d'ailleurs des frappes israéliennes, systématiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été extrêmement affaibli. Pas systématique, puisque dans le village chrétien, c'était pas. Oui, mais là, c'est parce que c'est une stratégie différenciée, c'est-à-dire c'est par rapport effectivement au communautarisme. Mais ça fait partie de la stratégie israélienne aussi d'affaiblissement du Hezbollah par rapport à ce qu'il était précédemment. C'est-à-dire que c'était le Hezbollah. D'abord, il faut rappeler qu'après les accords de Taïf, c'est la seule milice qui n'a pas été désarmée. Et donc, au motif que, justement, ils étaient le fer de lance de la résistance à Israël sur la frontière, notamment. Bon. Et il se trouve que ça donnait, évidemment, un outil très particulier pour peser politiquement sur l'échiquier libanais, avec le tandem Amal, justement, avec la répartition. Mais là, probablement, la stratégie israélienne, c'est d'affaiblir tellement le Hezbollah que ça soit un game changer au niveau de l'échiquier politique. C'est-à-dire pour un rééquilibrage des forces, en sachant qu'il n'y a toujours pas de président de la République chrétien, et qu'il y a une obstruction du Hezbollah sur le champ politique. Et donc, en fait, il y aurait l'idée de lever cette hypothèque du Hezbollah en l'affaiblissement durablement, avec évidemment des attendus très incertains par rapport au risque potentiel de retour. Enfin, en tout cas, il y a le fantôme du retour de la guerre civile qui hante les Libanais, même si c'est pas concrétisé pour l'instant, mais il y a ce fantôme quand même qui est très fort. Les Libanais sont hantés. Ils sont hantés par ça. Et donc, évidemment, ça explique d'ailleurs l'ambivalence par rapport aux responsabilités à la fois du Hezbollah et d'Israël dans la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Justement, le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Kassem, s'est adressé hier aux Israéliens. Il affirmait que la solution pour sortir du conflit et pour permettre aux habitants du nord d'Israël de rentrer chez eux, et bien que cette solution passait forcément par un cessez-le-feu. Comment analyser cette prise de parole? C'est un affaiblissement? C'est un aveu d'affaiblissement? C'est un peu un aveu de faiblesse, ça c'est certain. Ça montre aussi que le Hezbollah est complètement secoué par ce qui se passe depuis 3 semaines. Naïm Kassem, qui était le secrétaire général adjoint donc d'Hassan Nasrallah, qui donc de facto aujourd'hui est le numéro 1, même si c'est temporaire et que ce n'est pas une nomination officielle et qui font un peu attention à qui veulent nommer parce que ça devient une cible et que non, mais j'ai envie de dire peu importe, il se cache et ça change pas grand chose. Il en fait partie comme ils en ont des dizaines de cibles, mais il peut faire partie des cibles, oui, évidemment, pour leur mettre un peu plus la tête sous l'eau. Et le Hezbollah, en effet, est sacrément secoué, comme on vient de le dire. Pour autant, il est toujours là. Il sera toujours là en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur aussi social, parce qu'il a réussi à s'imbriquer littéralement dans des populations. C'est plus compliqué que ce qu'on peut voir parfois de Paris en se disant tiens, c'est juste une organisation terroriste. C'est pas juste Al-Qaïda, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi un acteur qui a réussi à s'imbriquer dans une partie de la population et avoir un soutien d'une partie de la population. J'ai pas dit d'une majorité, mais du coup, c'est compliqué. Donc le but, comme le disait David à l'instant, ça va être de pouvoir rebattre un peu les cartes politiques avec un Hezbollah qui n'aura pas disparu, mais qui sera plus faible et qui en ce moment militairement est beaucoup plus faible, en espérant, du point de vue israélien, qu'il sera aussi plus faible politiquement et au sein de la population. Cela dit, il n'y a pas 150 acteurs représentatifs de la population chiite et il sera toujours là. Il y a aussi une guerre des nerfs qui se joue en ce moment avec l'Iran, puisque la riposte israélienne promise après l'attaque de drones des 200 missiles lancés, dont des missiles hypersoniques lancés par l'Iran sur Israël le 1er octobre, et bien cette riposte se fait toujours attendre. David Rigoleros, qu'attend Israël? Il y a des négociations avec les États-Unis qui expliquent ce retard? De toute façon, depuis le début, les États-Unis ont dit que la riposte devait se faire en coordination, en concertation. Donc il y a eu, notamment il y a 2 jours, une conversation... c'est la première depuis 2 mois entre Joe Biden et le Premier ministre israélien pour justement définir les cibles, avec l'idée que les États-Unis veulent exclure par principe les cibles nucléaires.
Et même dans 3 semaines, c'est la présidentielle aussi. Oui, il y a ça, mais c'est surtout parce que le nucléaire, c'est quand même très très compliqué à gérer en termes d'escalade. Il y a la question des cibles pétrolières. Les Américains souhaitent pas. Alors là, pour le calendrier électoral américain aussi, parce qu'on sait que la hausse du prix du baril, c'est un cauchemar pour tout candidat présidentiel américain. Et puis donc, il y a l'idée de cibler effectivement, mais il faut que du point de vue israélien, ce soit une vraie réplique. Ça sera pas comme la première fois, le 19 avril, où c'était une base anti-aérienne. Là, il s'agit d'un ciblable vraisemblablement à grande échelle, de cibles militaires, vraisemblablement des passes d'Aran, notamment des gardiens de la Révolution, des sites de lancement de missiles, peut-être à Tabriz et dans d'autres villes comme ça. Et donc la question, c'est savoir si Netanyahou va bien prendre en compte les réticences américaines sur justement ce qu'il aurait voulu faire au début. Donc manifestement, Netanyahou a différé effectivement la décision. Il y a eu deux réunions du cabinet de sécurité. C'est vraisemblablement assez imminent parce que ça ne pourra pas attendre trop longtemps non plus. La décision a été vraisemblablement prise. Elle sera d'ampleur et la question, c'est effectivement quelle sera la contre-réplique iranienne, puisqu'on est dans un jeu de réplique et de contre-réplique permanent avec une logique escalatoire aujourd'hui actualisée. Oui, l'Iran a d'ailleurs dit aujourd'hui hier, on l'a su aujourd'hui, qu'elle répondra résolument à toute attaque israélienne. Ça, ce sont les mots du chef de la diplomatie iranienne lors d'un appel avec le secrétaire général de l'ONU. Cela fait d'ailleurs tout pile 2 semaines que l'attaque iranienne a été lancée. Sur cette guerre des nerfs, on voit que l'État hébreu ne propose toujours qu'une solution militaire. Finalement, il se pose donc en rempart de cet axe de la résistance chiite, donc qui s'étend de Téhéran à Beyrouth, en passant par Bagdad, Damas et Sanaa. Ça fait quand même beaucoup d'ennemis, avec toujours une réponse militaire à chacune de ces menaces. Est-ce que ça n'éloigne pas Israël de toute forme de sécurité durable, Antoine Mariotti? Pour l'instant, moi, ce que je pense déjà, c'est que certes, à court terme, vous avez un Hamas considérablement affaibli, vous avez un Hezbollah affaibli, pas autant que le Hamas, et donc qui sont des menaces immédiates un peu moins prégnantes que c'était le cas. Cela dit, Israël vient de créer en ripostant, et encore une fois, qui une riposte au 7 octobre était tout à fait logique et attendue et j'ai envie de dire légitime. Qu'elle soit à ce point-là et qu'elle touche autant de dizaines de milliers de civils pose un autre problème et a créé, à mon sens, des générations de gens qui vont avoir une haine contre Israël, que ce soit dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie où la violence s'est déchaînée contre les Palestiniens et au Liban, qui va être encore plus importante que ce qu'il y avait déjà, j'ai envie de dire presque par habitude. Et ça, va falloir gérer ça à un moment donné sur le moyen et sur le long terme parce que c'est un vrai problème. Et qu'est-ce que ça va donner? Surtout sans perspective politique, parce que surtout Benyamin Netanyahou rouvre des fronts à chaque fois. On peut trouver ça légitime ou pas. Oui, enfin, il rouvre pas 7 fronts, c'est plus compliqué, mais en tout cas, il rouvre plus largement la bande de Gaza, puis le Liban. Mais la question de l'après, il ne l'aborde pas. Sur la bande de Gaza, par exemple, on ne discute plus, là, ou très très peu. On reviendra Certes, le chef du Shin Bet est allé au Caire dimanche pour reparler, mais on n'est plus sur une discussion de l'après. Et toute la question, du coup, ça revient sur votre question, c'est qu'on est dans le tout militaire pour l'instant, mais sur l'après, comment on fait pour chercher une sortie de crise? Parce que la solution militaire, c'est aussi pour arriver à une paix derrière, mais qui peut être durable et assurer sur le long terme la sécurité d'Israël, qui est légitime. Voilà, et pour l'instant, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et il y a d'anciens généraux, je pense à Yair Golan, par exemple, généraux israéliens, qui sont aujourd'hui engagés à gauche à Israël, qui critiquent fortement le gouvernement israélien. Et il est intéressant de voir, j'en finis par là, qu'il y a beaucoup plus de critiques contre le gouvernement israélien et la manière dont il mène cette guerre en Israël que peut y en avoir en Occident, par exemple, ou en France. Il est plus facile de critiquer le gouvernement à Tel Aviv qu'à Paris. À cause de ces représailles systématiques, donc toujours militaires. Sophie Guignon, par ce choix de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien cultive aussi, vous le disiez, Antoine Mariotti, toute une génération de Libanais traumatisés, pleins de ressentiments. Est-ce que vous le sentez, ça, au sein de l'opinion libanaise, en attisant ces braises de la haine et de la violence? En fait, Benyamin Netanyahou façonne déjà les combattants de demain. Il est évident que la violence n'entraîne qu'elle-même, d'une certaine façon. Mais ce qui est important aussi, vu du Liban aujourd'hui, quand on regarde cette guerre, c'est de garder à l'esprit que cela fait maintenant 1 an que les Libanais aussi regardent ce qui se passe avec une grande attention sur la bande de Gaza.
Et donc, on voit ces images de massacres de civils, d'hôpitaux qui sont bombardés. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui commence à se passer au Liban. On a déjà 150 secouristes, médecins, pompiers qui ont été tués dans des bombardements. Donc, on a énormément de bombardements dans le sud du pays, dans la vallée de la Bekaa. Et donc, cela aussi, les Libanais l'ont en tête aujourd'hui. Et c'est évidemment des images très traumatisantes. Et pour revenir à votre question sur le fait que la violence crée la violence et de nouveaux combattants, il est vrai par exemple qu'en 2006, quand il y avait déjà eu une guerre entre le Hezbollah et Israël au Liban, donc c'était la guerre de 33 jours, en fait, les combattants de cette époque, aujourd'hui, ce sont probablement leurs enfants qui se battent à la frontière. Oui, d'ailleurs, votre médecin dans votre bande dessinée, Beyrouth malgré tout, le dit, aucun Libanais finalement n'a jamais tourné la page de la guerre. C'est finalement, ils vivent finalement dans un cessez-le-feu permanent, dans l'attente d'une nouvelle guerre. On en reparle tout de suite après la pause. On continue à évoquer ce sujet. Restez avec nous. Tous les soirs, ne manquez pas l'essentiel, présenté par Raphaël Kahn. Pour tout savoir et mieux comprendre l'actualité, avec nos experts, nos reporters, nos éditorialistes. Ensemble, partageons l'essentiel de l'actualité sur France 24. Freddy Massamba, un artiste RFI Talent. Découvrez Mpassi Zibwa, le nouveau clip extrait du dernier album de l'artiste congolais, intitulé Transestral. 10h30 à Paris, on est toujours ensemble sur France 24 dans Parlons-en, 23e jour de guerre ouverte donc entre Israël et le Hezbollah. Et je vous le disais un peu plus tôt, ce matin, le sud de Beyrouth est à nouveau ciblé. 2 frappes ont touché un quartier de Dahiyeh. Tôt ce mercredi, la ville de Nabatieh a aussi été frappée. Le maire de la ville a été tué selon des responsables sur place. Les États-Unis, eux, accroissent la pression sur Israël. Ils menacent leurs alliés de suspendre une partie de leur aide faute d'une hausse spectaculaire de l'aide humanitaire à Gaza. Elle est au plus bas selon l'ONU. On en parle avec vous, Sophie Guignon. La situation s'aggrave donc aussi à Gaza. Comment est-elle vécue depuis le Liban ? Alors, depuis le Liban, ce qui est très important, c'est que même pour des personnalités qui ne sont pas spécialement pro-palestiniennes, le traumatisme est profond pour beaucoup de gens. Il y a aussi une forme d'identification avec les Gazaouis et la solidarité a été très forte ces derniers mois au Liban pour Gaza. Il y a eu beaucoup de concerts d'organisés, des expositions, des films. Beaucoup d'artistes palestiniens ont même été accueillis au Liban et même quelques Gazaouis ont été soignés dans les hôpitaux de Beyrouth. Et donc, voilà, il y a une solidarité très forte. Et c'est d'ailleurs aussi un peu ce qu'on raconte à travers notre bande dessinée Beyrouth malgré tout. Voilà, le personnage du docteur Sassi qui, quand il était jeune, n'était pas spécialement une figure très pro-palestinienne. C'était quelqu'un qui avait dû prendre parti dans le contexte de la guerre civile pour les milices chrétiennes et qui, en fait, à la fin de sa vie, s'est retrouvé dans son hôpital à soigner beaucoup de Palestiniens, beaucoup de réfugiés syriens et qui aujourd'hui aurait été définitivement pour soigner des enfants de Gaza et soutenir justement les civils de Gaza. Et aussi au Liban, on a un sentiment assez fort de deux poids, deux mesures qu'on a vu beaucoup ces derniers mois sur Gaza. C'est quelque chose qui a été très dénoncé, la manière dont on traite de Gaza ou des vies israéliennes de l'autre côté. C'est quelque chose qui a été très mal vécu. Et aujourd'hui, beaucoup de Libanais ont aussi le sentiment d'être abandonnés par la communauté internationale face à cette guerre.
Voilà, Israël qui élargit sa mainmise sur la région. David Rigoleros, comment expliquer les multiples incursions israéliennes dans le Golan? Alors, en fait, le Golan, le plateau du Golan est annexé par Israël depuis 1981, mais il y a une ligne, effectivement, une zone démilitarisée, et il y a des travaux de déminage qui ont été opérés, justement, dans la perspective, officiellement, d'empêcher des incursions du Hezbollah en provenance, mais possiblement aussi avec l'idée d'élargir, justement, les opérations militaires à partir du Golan sur le Liban, pour encercler par le sud, en fait, l'ensemble du sud, le Hezbollah. Donc il y a effectivement, depuis la mi-octobre, là, il y a une activité accrue, avec effectivement, dans la perspective éventuelle d'une opération militaire plus vaste à partir du Golan sur le Liban. C'est ce qui se profile aujourd'hui, selon vous? C'est pas exclu, parce que de toute façon, c'est l'idée de faire effectivement une zone tampon à terme, sous contrôle israélien en termes de continuité, et non pas sur un seul morceau, parce que là c'était essentiellement le Liban Sud. Donc oui, l'idée c'est de toute façon de faire que le Hezbollah soit militairement réduit et tellement affaibli qu'il soit plus en situation de pouvoir menacer la frontière. Les Libanais se sentent impuissants face à cet élargissement du conflit et ces derniers développements sur le terrain. La diaspora libanaise, le Liban, c'est le pays qui a la plus grande diaspora au monde. Comment vit-elle ce conflit ? Alors, je ne pense pas pouvoir parler au nom de toute la diaspora, mais il y a un gros sentiment d'abandon, moi, de ce qui ressort des Libanais avec lesquels je parle, y compris de Libanais qui étaient très peu politisés, de Libanais pour qui n'étaient pas du tout soutien du Hezbollah. Il y a vraiment le sentiment d'être totalement abandonné par la communauté internationale, également par la France. Et le principal sentiment, il y a une vraie grande solidarité. Il y a des tentatives. Là, moi, j'étais ce week-end à plusieurs initiatives qui étaient organisées par le collectif Agir pour le Liban, par exemple. Mais il y a vraiment, ce sentiment que personne ne s'intéresse et personne ne va venir en aide aux Libanais. Et donc, du coup, il y a vraiment, c'est un sentiment un peu de désespoir. Évidemment, il y a ce sentiment. En tout cas, Paris cherche à avoir une voix pour le Liban. Il y a d'ailleurs cette conférence interministérielle du 24 octobre avec les États partenaires du Liban qui est organisée, lors de laquelle seront les Nations Unies, seront présents les Nations Unies, l'Union européenne, les organisations internationales, régionales et de la société civile. Que faut-il en attendre? Alors, le Premier ministre libanais a donné une interview à l'AFP hier dans laquelle il affirme qu'il attend notamment de cette conférence une aide militaire. Le Liban qui dispose actuellement de 4500 militaires dans le sud où est positionnée la FINUL. Il veut faire monter ses effectifs à 7000 et 11000. Comment les partenaires du Liban peuvent-ils l'aider à atteindre cet objectif, Antoine Mariotti? Il devait être 15 000 en 2006, à la fin de la dernière guerre, pour vous donner un peu l'idée par rapport aux chiffres, ce qui est quand même problématique, parce que tout ça montre un peu l'affaiblissement du Hezbollah ces derniers temps, mais montre encore une fois, malheureusement, l'état de délitement des institutions libanaises. Cette conférence de jeudi prochain, donc du 24, elle est censée apporter un soutien aux institutions libanaises, et notamment, vous avez raison, à l'armée libanaise, pour qu'elle puisse finalement être une option à la place du Hezbollah pour tenir la frontière et être présente. Malheureusement, on voit que c'est quand même extrêmement compliqué, que c'est géré par un Premier ministre, mais qui a démissionné il y a 2 ans. Donc moi, je prends souvent cet exemple, mais je dis, en France, ça a été un mélodrame, là, quand il y a eu Gabriel Attal pendant 1 mois et demi avec un gouvernement démissionnaire. Là, ça fait plus de 2 ans et qu'il n'y a pas du tout... C'est pas du tout comparable. Non, si, parce que c'est pour vous montrer quand même que ça fait 2 ans qu'on vit avec un gouvernement intérimaire qui, du coup, n'a pas les pleins pouvoirs, ne peut pas diriger ce pays. Donc si, c'est un gros problème. Et il n'y a pas de président non plus. Et là, c'est même pas comme s'il y avait quelqu'un qui était là entre-temps. Ça pose un problème humanitaire, puisque les habitants sont... Oui, mais c'est humanitaire, mais c'est au-delà. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas avoir une armée forte, et d'où l'importance d'avoir ces soutiens-là. C'est extrêmement problématique. C'est possible justement d'avoir une armée forte alors que les institutions sont en déliquescence totale. Mais non, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un État fort pour pouvoir ensuite avoir derrière une armée forte. Si on attend d'avoir un État fort, là, l'État libanais va pas se sinon vous allez créer d'autres milices aussi. Donc oui, c'est pour ça qu'une partie des Libanais, quand bien même ils sont très critiques du Hezbollah, ils soutiennent le Hezbollah actuellement parce que le Hezbollah est le seul à avoir la capacité militaire de limiter l'incursion israélienne. Alors, ils soutiennent le Hezbollah, ils soutiennent aussi la présence de la FINUL. Sophie Guignon, c'est ce que vous constatez sur le terrain?
la force onusienne qui est déployée sur la frontière, qui va rester d'ailleurs, qui refuse de partir comme le réclame Benyamin Netanyahou, elle est soutenue au Liban ? Sa présence ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que donc, il faut se rendre compte que la force intérimaire des Nations Unies au Liban, donc elle est au Liban depuis 1978, mais elle a aujourd'hui 10 000 hommes qui sont répartis entre le fleuve du Litani et cette frontière, la ligne bleue, qui a été tracée par les Nations Unies, qui sépare donc le Liban d'Israël. Et elle est répartie sur une 50aine de bases. Donc, ce sont évidemment des observateurs de premier plan. Et aujourd'hui, les autorités libanaises tiennent évidemment à leur présence parce que ce sont des témoins. Ça permet d'éviter que cette guerre se joue à huis clos, sans aucun observateur. Et c'est évidemment un départ de la finule au Liban, c'est ce que redoutent beaucoup de Libanais, puisque cela en fait laisserait le champ libre complètement aux Israéliens dans le sud du pays, notamment pour une potentielle nouvelle occupation du sud du Liban. Vous l'avez dit, Sophie Guignon, pour l'heure, la finule a essentiellement un rôle d'observateur. Pourtant, elle est vue par une partie des Libanais et de la communauté internationale comme le principal obstacle à l'entrisme de l'armée israélienne dans le sud. David Rigoli-Rose. Le mandat de l'ONU, enfin de la mission de la finule, notamment à partir de 2006, c'est-à-dire à partir de la fameuse guerre dite de 33 jours, qui était déjà entre le Hezbollah et Israël, c'était de constater, c'est pas une armée, les casques bleus, de toute façon. Ce sont des soldats qui sont là pour constater une situation de cessez-le-feu, de vérifier que l'armée israélienne se retirait, ce qui avait été le cas après 2006, et que le Hezbollah également se retire, ce qu'il n'a pas fait. La résolution 1701, c'est la résolution n'a jamais été 1701. appliquée. Et c'est le fond du problème, en réalité, de la situation aujourd'hui. C'est l'impuissance des casques bleus, mais qui ne tiennent pas à leur travail. Ils sont limités dans leurs possibilités, tout simplement. Ils n'ont pas le droit de faire la guerre, juste pour riposter en cas de tir avéré sur leurs propres troupes. Et donc, ils sont coincés en termes, effectivement. Et en même temps, ils sont indispensables, parce qu'ils sont un élément d'inhibition. Enfin, jusqu'au déclenchement de la guerre, c'était le cas, parce qu'ils ont une logique de surveillance. Effectivement, il y avait des patrouilles. Dont l'écho reste assez limité compte tenu des récentes déclarations de Benyamin Netanyahou, qui parlait de l'ONU comme d'une farce méprisante. Oui, mais en même temps, elle est indispensable, parce que c'est ce qui a permis d'éviter jusqu'au début de la guerre, effectivement, une logique d'engrenage. D'ailleurs, ce qu'on appelle la ligne bleue, ce sont des bonbonnes bleues qui sont postées le long de la dite frontière, qui n'en est pas une, puisque c'est pas une frontière définitive. Donc, il y a un mandat de l'ONU qui est la légitimité internationale, mais l'ONU, c'est pas un État. Et donc, l'ONU n'est pas en situation de pouvoir faire prévaloir le droit international, faute de moyens. Donc, c'est la situation sur le terrain. Et il se trouve que les Israéliens ont considéré qu'il y avait une faille à la base de la finule, c'est qu'elle n'avait pas pu faire valider le retrait du Hezbollah, ce qui est avéré, et qui a justifié, du point de vue des Israéliens, effectivement, l'option militaire qui est actualisée aujourd'hui. Il y a un bras de fer qui se joue en ce moment entre Benyamin Netanyahou et l'ONU. Qui révèle aussi l'impuissance des organisations internationales. Vous avez tout à fait raison, mais il faut quand même rappeler que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est interdit d'entrer en Israël aujourd'hui. Ouais. Il a été interdit par le gouvernement israélien depuis une dizaine de jours, si je ne dis pas de bêtises, on a peu de choses près, et ça a été redit. Il y a une volonté sans cesse des Israéliens de dire il faut que le Hezbollah respecte la résolution 1701, ce qu'il n'a jamais respecté, puisqu'il a continué à avoir des armes, à avoir une présence, à avoir des tunnels dans cette zone donc qui devait être une sorte de zone tampon entre la frontière et le fleuve Litani à une trentaine de kilomètres. Il aurait dû être l'armée libanaise, justement. Il aurait dû être l'armée libanaise. Donc on parlait en 2006 de 15 000 soldats de l'armée libanaise et 15 000 donc de la finule. Ils sont 10 050 aujourd'hui la finule, dont 653 Français d'ailleurs, 673. Ouais. Mais avec une efficacité très très peu. On peut se demander d'ailleurs comment Paris, si ils réussissent à obtenir une aide militaire pour le Liban, distribuera cette aide militaire auprès de qui? Est-ce que ça passera par l'ONU? Comment militaire, ça passe par l'État libanais. Le problème, c'est à quel moment ça va fonctionner. Accusé de corruption quand même.
Oui, mais dans ce cas-là, vous donnez à qui? Il reste, c'est le problème, il reste c'est le le Hezbollah, problème. sinon donc vous êtes forcé. C'est le problème. Comment faire L'autorité palestinienne est largement accusée de corruption, ça n'empêche pas qu'elle reçoit des fonds européens, et parce que c'est l'interlocuteur. Et au Liban, c'est un État ça passera forcément par eux et par personne d'autre. Est-ce qu'on peut terminer juste peut-être avec le sort des civils et plus précisément des enfants? Alors depuis l'escalade donc du 23 septembre, ce sont 1315 personnes qui ont été tuées au moins au Liban selon l'AFP, 1 million déplacés selon les autorités libanaises, et parmi les morts et parmi les déplacés on compte plus de 400 000 enfants au cours des 3 dernières semaines selon l'UNICEF. Sophie Guignon, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance met en garde contre une génération perdue au Liban. Que deviennent les enfants dans le sillage de cette escalade? C'est une situation évidemment très précaire parce que ces déplacés, ils sont aujourd'hui donc dans des écoles. Donc voilà, les salles de classe deviennent en fait des chambres, des cuisines pour héberger ces déplacés. Donc il n'y a plus d'école. Donc c'est une situation pour l'instant tenable, mais qui, si elle dure, va effectivement en fait sacrifier une nouvelle génération. Je rappelle par ailleurs que le Liban vit une crise économique en fait depuis maintenant 5 ans et que déjà l'accès à l'éducation était compliqué, notamment pour les écoles publiques. Beaucoup de Libanais, de plus en plus, avaient du mal à accéder à l'éducation parce qu'il y a eu le Covid, les cours à distance, les problèmes d'Internet, puisque Internet fonctionne très mal, donc c'est très compliqué de suivre des cours à distance dans ces conditions-là. Donc voilà, c'est une situation... En fait, c'est un peu, si vous voulez, le coup de grâce, cette guerre, pour les Libanais, puisque les infrastructures de l'État étaient déjà très précaires, l'accès à l'eau était difficile, l'accès à l'électricité très dysfonctionnel. Et donc, si vous voulez, cette guerre, voilà, c'est une difficulté qui se rajoute, c'est la crise dans la crise. La crise dans la crise, c'était déjà le cas lors la double explosion du port de Beyrouth. Finalement, c'est ce que montre votre livre, Marwan Chahine. Depuis 1975, c'est finalement chaque génération qui a été traumatisée à sa manière, d'une façon ou d'une autre, par la guerre. Merci beaucoup à tous les 4. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'avenir très compromis de la paix au Liban. Merci.